Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Antoine Durand. Antoine Durand, donc, qui va se présenter à nous dans quelques instants. Bonjour Antoine, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour. Super, en pleine forme. Ok, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur sur ton entreprise? Oui, bien sûr. On a créé l'entreprise avec un associé, qui est toujours mon associé, Bertrand d'Ambricourt, en 2015, donc il y a 8 ans, 8-9 ans, à Paris. On a créé une entreprise de plomberie spécialisée au départ dans le dépannage de particuliers et dans l'urgence, en essayant de répondre à une problématique qui était la confiance dans ce métier. Voilà, on reviendra peut-être plus dans le détail sur comment est-ce qu'on établit la Super. confiance dans ces métiers-là. Et depuis donc 2015, on s'est un peu développé et on a repris une entreprise à Lille et plus récemment une entreprise à Lyon. Donc aujourd'hui, on est présent à Paris, à Lille et à Lyon. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'entreprise? Donc, alors, on pourra y revenir aussi, mais on a une spécificité, c'est que quand on reprend une entreprise, on garde le nom historique de l'entreprise. Ah, super. On ne change pas. Donc, l'entreprise historique à Paris s'appelle Le Plombier de Gentleman. À Lille, ça s'appelle Duty à l'entreprise. Et à Lyon, ça s'appelle CVC Évolution et ACA Maintenance. En réalité, il y a deux entreprises à Lyon, mais dans les mêmes bureaux. D'accord, super, super. Merci beaucoup. Comment est venue l'idée de commencer dans la plomberie? Alors, l'idée au départ, c'était plus de monter une boîte, plus que la plomberie en particulier. On était en école de commerce avec Bertrand et on avait vraiment la volonté de créer une boîte et d'être entrepreneur. Et du coup, on s'est posé la question, enfin, en tout cas pour ma part, parce que je ne voudrais pas faire le ventriloque de Bertrand, pour ma part, je me suis dit que je n'étais pas un génie, que je n'avais pas une compétence particulière, une expertise particulière. Donc on s'est dit, bah, essayons d'identifier un problème qui existe, assez accessible, et comment est-ce qu'on pourrait y répondre. Et autour de nous, on avait eu pas mal de retours d'expérience de gens qui avaient fait appel en urgence à des plombiers, à des serruriers, et ça revenait souvent. Et du coup, on se disait, mais ça doit pas être bien compliqué de faire ce métier en mettant de la confiance. Et, et donc, on s'est dit, bah, lançons-nous là-dedans. Et c'est un service qui existait déjà, hein, des bons plombiers qui font bien leur travail, mais c'était plus des plombiers de quartier qui avaient plus de mal à se faire connaître aujourd'hui, à un moment où tout le monde recherche son prestataire sur Internet. Donc, on a Super. essayé de cumuler le service et la transparence du service et le marketing et le fait de se faire connaître via le digital. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une différence significative entre le projet que vous aviez au départ et là où vous en êtes aujourd'hui? Bah, alors, j'ai pas mal de copains entrepreneurs où effectivement il y a une grosse différence entre le point de départ et le point d'arrivée. Ouais. Nous, pas vraiment. Le départ, c'était vraiment de dire on veut faire un service où on n'a pas de sous-traitance. On voulait pas être une plateforme type Uber du dépannage de plomberie, etc. Donc, Mhm. on voulait vraiment tout avoir en interne, donc des plombiers salariés. Et franchement, à Paris, en tout cas, on est vraiment resté sur ce qu'on avait imaginé. Après, on n'avait pas évidemment imaginé, il y a 8 ans, d'aller à Lille et de racheter une boîte à Lille, et d'aller à Lyon et de reprendre une boîte à Lyon. Ça, on ne pensait pas forcément se développer de cette façon. Mais le fait de faire ce métier de plombier chauffagiste et de bien le faire, c'était l'idée de départ. Et je pense qu'on est toujours là-dessus. D'accord. Est-ce que, ben justement, alors le développement vers d'autres zones géographiques donc, nécessite, je suppose, un certain nombre d'adaptations hein, dans la manière de fonctionner. C'est la reprise d'équipe, donc c'est une histoire, c'est une culture. Comment qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette décision d'aller vous développer dans d'autres zones géographiques? Allez, il y a deux raisons principales. La première, qui est purement business, c'est qu'à Paris, on a une petite équipe avec un petit bureau, et si on voulait changer d'échelle, ça impliquait pas mal de choses. Ça impliquait de recruter des fonctions support, ça impliquait d'avoir un stock plus important. Donc,
ça impliquait pas mal de choses. Et puis, c'est assez chronophage parce que pour se développer, il faut avoir, bah, c'est un peu comme tous les business, mais il faut avoir Mm. des clients supplémentaires et en même temps avoir la ressource nécessaire. Donc, ça voulait dire recruter un technicien, puis deux techniciens, puis tous les quatre techniciens recruter une fonction support. Et on s'est dit bah, que pour aller plus vite, c'était peut-être plus intelligent de faire de la croissance externe et de reprendre une structure qui fonctionne déjà. Ça, c'est vraiment la vision business. Et après, il y avait une raison plus personnelle, en l'occurrence pour Lille, où mon associé est originaire de la région et D'accord. souhaitait retourner dans son fief. Et donc, du coup, on D'accord. a axé nos recherches de croissance externe dans la région lilloise. D'accord, super, super. Euh, donc, l'objectif, c'est que notre interview soit diffusée auprès d'autres entrepreneurs. Euh, Quels sont je sais pas, les deux, trois principaux enseignements que tu retires de cette période d'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur réellement, par rapport à l'idée que tu en avais au départ, ce qu'on apprend dans une école de commerce et ce que l'on vit sur le terrain? Alors, franchement, je n'ai pas beaucoup de grandes leçons. Ouais, Euh, je, je- je pense sincèrement qu'il y a pas de profil pour être entrepreneur parce que faut évidemment optimiser ses qualités et ses compétences et essayer de s'entourer des bonnes personnes là où on a des lacunes. Mais franchement, et vous le savez mieux que moi, à mon avis, quand vous regardez tous les entrepreneurs que vous rencontrez, c'est difficile de dire ah ben, ils sont tous pareils ou ils ont tous cette qualité. Honnêtement, à part peut-être la résilience, évidemment, parce que ouais, c'est pas ça rose c'est. tous les jours. Mais sinon, franchement, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de savoir où on est bon et d'optimiser ça. Et là où on n'est pas bon, de le savoir aussi, et du coup de savoir s'entourer de ce qui nous manque. D'accord. Par rapport à sauf erreur de ma part, à la reprise sur Lyon, ça s'est fait, c'était une société en redressement judiciaire. Ouais, exactement. Ouais. Donc, je pense que là aussi, il y a des choses, il y a des choses probablement intéressantes à partager par rapport à cela. Ouais, alors c'est assez marrant parce qu'effectivement, donc on a fait deux opérations de croissance externe, une à Lille où on a repris la boîte, ce qu'on appelle Inbonis, donc c'était une boîte qui fonctionnait, c'était le gérant qui souhaitait vendre. Donc là, on a repris une activité qui était rentable. Voilà, donc là, la difficulté, ça a été de garder ce qui fonctionnait et de ne pas arriver en disant bah, on est meilleur que l'ancien gérant et on va tout changer. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Plutôt se mettre dans des chaussons et petit à petit, éventuellement, améliorer certaines choses. Mais voilà, il faut vraiment arriver très modeste. Et à Lyon, du coup, on a repris une boîte qui effectivement était en redressement judiciaire. Et donc là, je ne sais pas si votre audience est familière des procédures collectives, mais c'est vrai que c'est un peu particulier. Et en plus, on l'a fait au moment où il y avait la série Tapis sur Netflix. D'accord. C'était assez marrant parce que quand j'en parlais autour de moi de ce qu'on était en train de faire, tout le monde me disait ah, mais trop bien, tu vas reprendre une boîte pour 1 euro symbolique, c'est le coup de fusil. Voilà, bon. Dans la réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça. Si on résume très rapidement, c'est des boîtes qui sont en difficulté et qui vont jusqu'au redressement judiciaire. En fait, il faut déposer un dossier pour reprendre la structure. C'est un appel d'offres. Donc, vous ne savez pas combien de personnes vont postuler à cette reprise. Nous, en l'occurrence, il y avait quatre dossiers. Donc là, il faut faire la meilleure offre. Donc déjà, sur le 1 euro symbolique qui est souvent assimilé à la reprise d'entreprise en difficulté, ça ne va pas parce qu'en fait, il y a déjà un expert judiciaire qui a valorisé les actifs de la société. Ouais. Et ça, déjà, s'il y a plusieurs dossiers, si c'est un appel d'offres, il vaut mieux les payer pour être à peu près sûr de gagner le dossier. Donc déjà, c'est rarement 1 euro. Nous, dans notre cas, c'était 60 000 euros. Il y a aussi des reprises de congés payés. Voilà. Donc, il faut avoir un peu de cash disponible. Et puis, la seconde difficulté, c'est que vous reprenez une boîte qui, a priori, n'allait pas bien avant. Et donc, du jour au lendemain, c'est pas parce que vous arrivez qu'elle va aller mieux. On n'a pas une baguette magique. Donc, il faut aussi être capable de financer euh, ce BFR qui est très important puisque c'est une entreprise qui perd de l'argent. Nous, en l'occurrence, on a repris tous les salariés. Il y avait 25 salariés. Donc, c'est une entreprise où on arrive, on manque d'activité et tous les mois, il faut payer les salaires, il faut payer les bureaux, il faut payer les véhicules. Enfin,
donc, donc c'est très consommateur en cash au moment de la reprise. Et puis, si on rentre un peu dans les détails, il y a des difficultés que moi, pour le coup, que je n'avais pas assez anticipé, c'est que plus personne ne veut bosser avec vous. Sur des métiers comme les nôtres, qui sont en l'occurrence la boîte à Lyon, bosse plus sur du tertiaire, sur des gros projets de rénovation, Ouais, c'est assez engageant. Et donc, quand vous répondez à un appel d'offres, le client, il va voir que vous avez été en redressement judiciaire, il ne va pas avoir confiance dans votre entreprise. ouais, Il ouais. y a 2 mois, il était en redressement judiciaire. Qu'est-ce qui me fait dire qu'il ne va pas y repartir et qu'il va me laisser en plan sur mon chantier? Donc, très dur de retrouver des clients. Très dur aussi, et ça c'était complètement sous-estimé de ma part, de travailler avec des fournisseurs. Parce qu'en fait, les fournisseurs, ils ont pris des ardoises, Ouais. l'ancienne structure. Et donc, du coup, ils veulent plus nous faire travailler. Ou alors, si on travaille avec eux, ils veulent qu'on paye comptant. Là où on est payé à 60 jours par nos clients. Donc, il y a une augmentation Ouais, des ça BFR fait très importante. Donc, il faut avoir vraiment financièrement les reins solides parce que les banques ne prêtent pas forcément pour ce genre de projet. Elles préfèrent que vous repreniez une boîte rentable avec des raisonnements sur les bidas où vous allez le payer en 5 ans. C'est un exemple. Et eux, ça les sécurise plutôt qu'une boîte en redressement judiciaire où ils ne savent pas du tout où ça va aller. donc, quand j'entends donc difficulté avec les clients, difficulté avec les fournisseurs et difficulté avec les financiers. Voilà, et je pense qu'il peut y avoir une difficulté avec les salariés. Nous, en l'occurrence, on a eu de la chance, on a récupéré des équipes extraordinaires, Ouais. donc qui nous ont super bien accueillis et qui ont été très investis dès le premier jour. Donc là-dessus, on a eu de la chance. Je pense que ça peut aussi être une difficulté supplémentaire, mais pour le coup, j'ai moins connu. D'accord. Et ce qui est important de préciser aussi sur le modèle du redressement judiciaire, c'est que quand on reprend une entreprise au tribunal de commerce, on reprend le fonds de commerce, on ne reprend pas les titres. Hmm. Donc, l'entreprise qu'on a repris part en liquidation et on crée une nouvelle entité juridique avec un nouveau SIRET. Donc, on ne reprend pas les dettes. C'est, Super. c'est à peu près le seul avantage dans la reprise en redressement judiciaire, c'est vrai qu'on ne reprend pas les dettes. Non. Dans ce cadre-là, parce que bon, c'est quand même quelque chose de particulier, les reprises de sociétés en redressement judiciaire, est-ce que vous avez été, toi et tes associés, mentorés, coachés, accompagnés dans ce parcours ou vous l'avez fait par vous-même, vous avez tout appris par vous-même? Ouais, alors j'ai eu la chance, et en plus, c'est en l'occurrence ce conseil qui m'a amené le dossier. Je connaissais, c'est un cabinet d'avocats qui s'appelle Bunch Avocat, qui est à Lyon, et qui ont une division spécialisée dans les procédures collectives. D'accord. Et, et en l'occurrence, moi, j'ai été accompagné par monsieur, Mohamed Bouznada, et qui a été super parce que donc lui, il est vraiment spécialisé de ça, il connaît tout le monde, il connaît les mandataires judiciaires. Donc, il nous a vachement accompagnés et je le connaissais d'avant, donc il savait que je recherchais une structure à Lyon. Donc, il m'a proposé le dossier et il m'a accompagné tout le long. Et en parallèle, j'ai été accompagné évidemment par notre expert comptable historique qui lui est à Lille et qui est super aussi. Donc, qui s'appelle Pierre-Antoine Philippi, qui a son cabinet d'expertise comptable. Et ça a beaucoup aidé. Le fait d'être carré dans la reprise, dans le juridique et dans le conseil. Et puis, comptablement, quand il faut faire des projections, c'était nécessaire. Ok, super. Merci beaucoup pour ces partages. Donc, c'est passé beaucoup de choses du démarrage jusqu'à aujourd'hui. C'est 9 ans, hein, c'est ça, tu disais? Ouais, en fait, 9 ans? c'est 8-9 ans. Grosso modo, quoi. Grosso modo, 9 ans. Quand tu regardes le futur, quels sont les principaux challenges que tu vois devant toi et comment est-ce que tu te dis que tu vas y faire face? Alors, à très court terme, c'est de consolider la structure actuelle, parce que c'est une structure qui est un peu particulière, je pense, parce qu'on a des boîtes qui sont pas grosses, quoi. Il n'y a pas une structure qui fait plus de 5 millions de Vous chiffre êtes d'affaires. combien en tout? Vous êtes combien en On est tout? 60, 70, D'accord. un peu plus de 60. Donc, on n'a pas une structure qui fait plus de 5 millions. On est dans 3 villes différentes. On est sur des métiers de la plomberie et du chauffage, mais avec des clients différents. C'est-à-dire qu'à Paris, on fait beaucoup de particuliers. À Lyon, on fait que du B2B sur de la rénovation de gros ensembles. Donc, il faut essayer de structurer un peu tout ça et de consolider tout ça. Et puis, la reprise de Lyon en redressement judiciaire, c'était il y a moins d'un an. Donc, Ouais. il faut remettre en marche la machine. Donc, voilà. Donc, à très court terme, sur projet Donc, consolider.
ouais, fin 2024-2025, c'est ça. Et après, bah, c'est de recommencer. Ah ouais, C'est donc c'est de continuer à grandir, surtout via la croissance externe. ouais, Alors, a priori, en restant quand même sur les villes de Paris, Lille et Lyon. d'accord, Voilà. Et si possible, en augmentant un peu la taille des structures qu'on reprend, mais de d'accord. façon tout à fait raisonnable. Donc, continuer dans la croissance externe, mais en restant sur les pôles où vous avez déjà commencé à vous impliquer. Et si je comprends bien, il y a quand même un peu comme deux métiers, on va dire. Il y a le métier plutôt vers le particulier, le métier qui est plutôt le B2B, où je suppose que vous intervenez, que ce soit dans les bureaux ou que ce soit avec les syndics de copro et Exactement. et ce type de structure. Et donc, c'est de renforcer ces éléments-là. Donc, si je comprends, rester géographiquement, mais Comment d'étendre. ça. Aujourd'hui, je pense qu'on sait faire on s'est adressé tous les clients sur les métiers de la plomberie et du chauffage dans 3 villes en France qui sont très bien desservies avec le TGV. Et c'est vraiment de grossir sur ce métier-là, sur cette verticale-là, et dans ces 3 villes. Ok, super. Comment est-ce que les personnes qui visionnent cette vidéo peuvent vous aider? Comment est-ce que tu te dis, tiens, ça pourrait être utile si, etc. Alors, Et j'ai s'il y a peut-être, des avant que tu répondes, excuse-moi, j'ai une question qui est une question, je ne sais pas si elle est importante ou pas, mais je me la pose quand même. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas décidé de garder le nom de Gentleman Plombier partout? Alors, pour plusieurs raisons. Et à chaque fois, c'est des cas spécifiques, puisque je pense qu'il n'y a pas une reprise qui est pareille. À Lille, c'est parce qu'il y avait une clientèle, comme on a repris l'entreprise qui fonctionnait, il y avait une clientèle qui était habituée au nom d'avant. Et bah, pour reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut arriver quand on reprend une entreprise de façon très modeste. Et le fait d'arriver et déjà de changer de nom, euh, nous, ça peut nous paraître pas grand-chose. Pour des gens qui sont dans l'entreprise depuis 10 ans, ils voient un nouveau dirigeant arriver, un nouveau nom. D'accord, Ça peut brusquer les salariés et ça peut perdre les clients. Donc, en fait, on avait beaucoup plus à perdre à changer le nom. d'accord. Je pense que la principale raison pour laquelle on aurait appelé le plombier gentleman l'entreprise à Lille, ça aurait été plus par ego et orgueil de se dire, ouais, le plombier gentleman grossit, on est dans 2 villes, voilà, ça aurait été plus pour des mauvaises raisons. D'accord, Donc, d'accord, d'accord, voilà, donc on a d'accord. préféré garder le nom historique. Et à Lyon, c'est pour une toute autre raison. Alors, on aurait gardé le nom, mais il y avait en plus la dimension de la clientèle, qui est une clientèle pro où on bosse avec des archis, avec des promoteurs. Et le plombier gentleman, pour aller Oui, rénover un immeuble ou une usine, ça n'a pas de c'est pas sens. crédible. C'est pas crédible. Ouais, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ok, je te remercie. Donc, comment est-ce que les personnes qui visionnent la vidéo peuvent vous aider? Est-ce que tu te dis qu'il y a une manière dont ils pourraient... Ah bah, alors nous, on est toujours preneurs de bons conseils. Donc, si Ouais, en entendant cette discussion, il y a des choses qui peuvent paraître évidentes à certains qu'on n'a pas vues, c'est avec plaisir que je prends les conseils. Évidemment, on cherche toujours des bons plombiers et des bons chauffagistes. Donc, si vous en connaissez qui souhaitent être salariés dans une structure cool et qui prend soin de ses salariés, ils seront toujours les bienvenus. Parce que ça, c'est une denrée très rare et on pourra y revenir. Mais je pense que c'est le problème principal de ces métiers, c'est la formation et les profils qui s'orientent vers ces métiers-là. Donc, ça, on est toujours preneur. Et ensuite, s'il y a des entreprises qui souhaitent, des gérants d'entreprises qui ont, pour différentes raisons, mais souvent c'est des départs à la retraite ou des changements de vie, qui souhaitent céder leur entreprise dans les régions dont on a parlé, les 3 régions dont on a parlé, on pourra regarder le dossier parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on aime bien faire. vous êtes déjà en recherche active ou vous êtes plutôt en Bah, ça veille? Non, on est alors, comme je vous disais, si demain il y a une société, il y a un chef d'entreprise qui vient nous voir et qui nous dit je veux céder ma boîte dans 2 mois, on le fera pas. En 2026, quelqu'un vient nous voir et nous dit ça, on le fera. Mais
voilà, ça, vous savez mieux que moi, mais Ouais. chercher une entreprise, ça peut prendre des mois, voire des Bien années. sûr, bien sûr, bien sûr. Et il faut pas faire un deal parce qu'on s'est dit, avant 2026, je ferai une autre je reprendrai une Absolument. autre entreprise, parce que c'est la pire Mm, ânerie à faire. Donc, non, on est toujours à l'écoute et en veille. Et s'il y a une pépite qui passe, on pourra y mm. aller parce on a des partenaires financiers qui nous suivent et qui voient bien qu'on sait faire. C'est- Ça semble presque contre nature d'aller vers, de plutôt s'orienter vers le salariat, d'avoir des équipes complètement intégrées. On se dit, oui, la France est compliquée, motiver les salariés, c'est compliqué. Et on est sur des métiers où il y a quand même beaucoup de personnes qui sont plutôt à leur compte, qui fonctionnent par eux-mêmes et tout ça. La raison principale du choix de fonctionner uniquement par salariat, c'est laquelle? C'est le service client. C'est le service client. La qualité du service qu'on délivre auprès de nos clients. Un, un sous-traitant, à mon sens, hein, et il y a évidemment des Ouais, contre-exemples, et c'est pas une vérité absolue, mais une personne qui est salariée, qui aime bien la boîte dans laquelle il travaille et qui sait que quoi qu'il fasse, son salaire est garanti et sera le même, et ben, il va pas travailler de la même façon, il va pas traiter le client de la même façon. Moi, je préfère avoir des salariés qui, pendant une demi-journée, sont au bureau parce que il n'y a pas de clients. Bon, heureusement, ça arrive très rarement, mais si c'était le cas, ça me ferait pas peur parce que je sais au moins que si on saura répondre avec efficacité à une demande qui pourra venir. La d'accord. sous-traitance, on ne sait pas, on va demander à des gens de venir sur un chantier parce qu'on l'a décroché, mais il ne sera pas forcément disponible. Et alors, on fait quoi? On recherche un nouveau sous-traitant qu'on ne connaît pas pour le chantier qu'on a décroché. Moi, ce n'est pas un modèle auquel je crois. Et après, toutes les contraintes françaises de droit du travail qu'on entend souvent, honnêtement, j'ai pas. Oui, c'est un peu contraignant, mais si on respecte ses salariés et qu'on a envie de travailler ensemble, on n'est jamais hors des clous hein, par rapport au droit du travail. Ça, c'est Et, super. donc, non, non, j'ai pas Ça, trop c'est le un beau problème. message. Et puis, C'est un beau message. il faut voir aussi, oui, c'est peut-être un peu contraignant, mais il faut voir aussi tous les avantages que le système français nous procure. Donc non, franchement, ça me dérange pas du tout. Ok, super. Juste avant de terminer, souvent, alors j'ai compris que tu étais assez humble dans la manière dont tu exprimes les choses. Ceci étant, on revient un peu en arrière et c'est toi aujourd'hui qui donne un ou deux conseils à toi plus jeune. Quels seraient ces un ou deux conseils? Dans le cadre de l'entrepreneuriat, bien sûr. Putain, Tu as le franchement, jeune Antoine, je vais reprendre la question, peut-être qu'elle est difficile telle qu'elle est posée. On voit le jeune Antoine juste à la sortie de l'école, ou peut-être même avant cela, et qui te dit oh, toi, grand Antoine, si tu devais me donner un ou deux conseils pour bien entreprendre, quels seraient-ils? franchement, aujourd'hui, j'ai peut-être une frustration, mais je peux la modifier. Je sais pas si j'ai aucun regret, donc franchement, je ferais pas grand-chose différemment. On peut toujours se dire j'aurais pu aller plus vite, j'aurais pu Ouais, grossir plus vite, voilà, mais j'aime bien aussi conserver un confort familial. J'ai pas envie de bosser tous les week-ends, de bosser 110 heures par semaine. Donc voilà, on a toujours envie d'aller plus vite, plus haut, mais il faut aussi savoir ce que ça nous a permis de ne pas le faire. Ça nous a donné accès à donc des ton demandes. conseil, c'est ne change rien, fais ce que tu as envie. Ouais, fais-en. Et après, aujourd'hui, ma plus grosse frustration, c'est d'être trop opérationnel sur une entreprise qui a 60 salariés. Je trouve, à mon sens, que je suis trop Ouais. opérationnel et j'ai beaucoup de mal à me dégager de ces fonctions opérationnelles parce que quand on baigne dedans, c'est très dur d'en sortir. Et donc, mon conseil, si je devais en avoir un, ce serait peut-être de toujours garder en tête de ne pas se mettre trop dans l'opérationnel parce qu'une fois qu'on est dedans, on a envie de tout faire. On pense qu'on fait tout mieux que tout le monde en plus, ce qui n'est pas forcément vrai. mais en tout cas, pour ma part, c'est peut-être un peu vrai.
Et on a beaucoup de mal à en sortir quand on est dedans. Ok, super. Merci Donc, beaucoup garder un peu Antoine pour de ces par rapport partages. à ça. Merci beaucoup pour ces partages. Et puis, belle continuation, surtout, belle entreprise. Vous avez créé et sauvegardé un nombre d'emplois considérable quand même, hein, sur le territoire et sur un métier qui est un métier qui a souvent allez, je vais pas dire mauvaise presse, mais une presse un peu, voilà, mitigée, on va dire, hein. Le plombier est souvent quelque chose qui est regardé avec un peu de difficulté. Et en tout cas, belle félicitation. Puis ce qui est bien aussi, c'est que vous ayez fonctionné en équipe, parce que souvent on parle de la solitude du dirigeant et le fait probablement d'avoir créé à deux, ça vous a donné un plus. Ah ouais, Merci. je Ouais, pense que c'est nécessaire, effectivement. ouais, ouais. Merci encore. Merci beaucoup.